Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme invité aujourd'hui le rabbin Jaco Grunwald. Bonjour Jaco. Bonjour Richard. Ça fait plaisir de vous retrouver sur Zoom. Quelquefois c'est facile, quelquefois c'est pas facile. En tout cas, on a la chance de vous avoir. Vous êtes bien connu du public juif francophone, Jaco, pour avoir créé en 1965, à partir du bulletin bimensuel de nos communautés d'Alsace et de Lorraine, le fameux hebdomadaire qui deviendra, en fait, qui portera en 68 le nom de Tribune juive, que vous avez dirigé pendant 25 ans. Et puis, à partir du début des années 80, vous passez à Paris pour continuer à diriger cet hebdomadaire. Et puis, vous faites votre alia pendant l'été 85, par un pur hasard qui n'en est pas un. En fait, c'était exactement le même temps où moi-même je fais mon alia. Et vous nous aviez caché ça. Puis on se retrouve à Jérusalem par surprise. Un hebdomadaire, Tribune Juive, qui donc était un hebdomadaire d'audience nationale. Et puis, par ailleurs, vous venez, c'est pourquoi nous vous interviewons aujourd'hui, vous avez publié il y a quelques jours aux éditions Tsipa Lahore votre 8e ouvrage intitulé quant à lui Israël sur sa terre, avec comme sous-titre Ce qu'en disent les Palestiniens. Alors ma première question, après avoir donc publié 7 autres ouvrages sur des aspects différents à la fois de la vie juive et du judaïsme, mais aussi d'Israël, pourquoi vous êtes lancé cette fois-ci dans un ouvrage d'environ 180 pages, qui est une rétrospective à la fois très documentée et plaisante, j'allais dire, grâce à votre humour, des liens indélébiles entre le peuple juif et la terre d'Israël. Pourquoi ce choix? Écoutez, parce que je trouvais qu'on avait dépassé une certaine mesure. Vous savez, ici en Israël, nous avons aussi, je ne vais pas utiliser le mot négocianisme, mais... Le penchant à la négociation, c'est ça. Oui, non. Alors, voyez-vous, nous avons aussi la gauche radicale ici. Et lorsque l'IA arrête, ce que je fais très régulièrement, eh bien, à un certain moment, on estime qu'il y a, que la mesure est comble. Et je me suis dit qu'il y a toute une suite de lecteurs et qui doivent être complètement déboussolés et qu'il fallait remettre les choses en place. Alors j'ai commencé d'abord par dire qu'ici en Eretz Israël, il y a toujours eu les Juifs. Et que nous ne sommes pas venus tout à coup. Parce qu'au discours, qui est celui de la gauche radicale, nous avons également celui qui nous vient des Palestiniens. Et les Palestiniens, chez eux, c'est le narratif qui revient complètement. Qu'est-ce que c'est qu'un narratif? Un narratif, je dirais, c'est une histoire. Une histoire un petit peu comme le Midrashim. Mais un Midrash a une mission. Le Midrash veut enseigner quelque chose. Le Midrash ne dit pas que les choses se sont passées comme il le dit. Dans le narratif, le monde musulman, les Palestiniens, sont absolument persuadés que les choses sont telles qu'ils ont dites. Alors, nous avons une conjoncture entre, d'une part, la gauche radicale, israélienne compris, deuxièmement, le narratif palestinien, et puis troisièmement, tous les mouvements BDS, anti-sionistes, et tout ce que vous pouvez rajouter. Et à ce moment-là, il faut écrire. Alors justement, l'un des axes par lequel vous commencez votre livre, votre ouvrage, le premier ou le second chapitre s'appelle le cadastre, au cadastre. Et vous avancez d'ailleurs de manière très originale, à la fois avec humour et avec beaucoup de données bien fondées. Vous dites évidemment, vous rappelez que la Bible hébraïque et les prophètes bibliques ne cessent de parler des rapports entre le peuple hébreu et le peuple d'Israël et la terre d'Israël, et vous parlez du cadastre d'Israël. D'ailleurs, vous suggérez pour tous ceux qui veulent défendre l'image d'Israël qu'on devrait appeler cette notion le cadastre d'Israël. Alors expliquez-nous ça, qu'est-ce que vous entendez par là? Écoutez, c'est venu à partir d'une interview qu'avait fait le Mississippi, pas une interview,
lorsque le précédent gouvernement a été fondé, n'est-ce pas, là, nous avons un gouvernement de la terre d'Israël, mais lorsque le précédent gouvernement a été fondé, le ministre qui était chargé des Affaires étrangères a convoqué les ambassadeurs et a dit, écoutez, voilà, moi, je n'ai pas à m'excuser. Je dois vous dire que nous sommes ici sur notre terre, et nous sommes ici sur notre terre parce que le bon Dieu nous l'a donné. Et parce que le premier Rashi dans la Torah, le commentaire sur la Torah, lui dit telle et telle chose. Mais seulement, ce n'était pas un langage qui était à tenir aux diplomates. Le bon Dieu, on ne connaît pas tellement. Finalement, le bon Dieu, il n'a même pas un fanion qui soit présent à l'ONU. Le bon Dieu nous a donné cette terre. Et par conséquent, nous sommes ici. Ce que je dis, c'est que nous sommes ici parce que, voilà, des 1000 ans, 2000 ans, que nous répétons que à tel et tel endroit, nous avons vécu. Je dis nous, nos ancêtres ont vécu. Ces endroits sont parfaitement répertoriés. Nous avons Beth Shemesh, nous avons Yerushalayim, par la suite d'ailleurs. Et nous n'avons pas Tel Aviv, mais nous avons Hebron. Nous avons une multitude de points. C'est le cadastre. Et là, ce cadastre indique que nous, Juifs, avons vécu là-bas. Et nous avons vécu là-bas. Mais nous n'avons cessé de répéter que nous retournerons là-bas. Et les prophètes bibliques qui, eux, et ça personne ne peut le contester depuis que nous avons les manuscrits du désert de Judée, nous avons des écrits, des manuscrits. Ces manuscrits du désert de Judée qui, Wikipédia nous l'assure, datent d'il y a aujourd'hui 1200, dans 2200, 1000 années, 10 siècles, 12 siècles. Il y a 12 siècles, voici que le cadastre a été établi et que, en plus, ces prophètes ont dit, mais nous reviendrons en Eretz Israël. Et nous n'avons cessé de répéter que nous reviendrons en Israël. Alors justement, Jaco, dans ce livre, vous évoquez, comme vous le dites, beaucoup d'événements, beaucoup de lieux, de péripéties historiques, depuis notamment la deuxième destruction du temple de Jérusalem, il y a plus de 12 siècles, il y a 2000 ans presque, qui commence en fait avec l'exil des Hébreux, et toutes sortes de péripéties qui ont duré jusqu'à leur retour vers la fin du 19e siècle, entre autres grâce au grand mouvement du retour, puis après avec l'aide du mouvement sioniste. En fait, c'est une très longue histoire que vous avez eu l'audace de reprendre dans ce livre. Mais comment avez-vous sélectionné les épisodes les plus marquants? Parce que s'attaquer à une telle œuvre, ça paraît démesuré. Puis quand on lit vos 180 pages, on le lit, je le dois dire, assez facilement grâce à votre style assez clair, à votre humour, disais-je aussi. Mais comment vous avez pu baliser tant d'événements en si peu de pages? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai éliminé, je sais très bien qu'il y a des choses que je ne pouvais pas dire. Mais il y a quand même une certaine ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, elle est venue, je dirais, grâce au Messie. Parce que, bon, elle est venue, historiquement, elle est venue. J'avais deux périodes. Je m'excuse. Mais comme vous dites, il y a tellement de sujets que j'ai quelques peines à expliquer. Voilà. Vous avez une première période, disons, qui va jusqu'aux croisades. Un tout petit peu, je pourrais vous demander de parler un tout petit peu plus fort, voilà. Une première période qui va jusqu'aux croisades. Et là, les Juifs sont présents. Ils sont présents en Eretz Israël. Ils font mille et une choses. Il y a eu des invasions. Les invasions sont là. Il y a l'invasion romaine, l'occupation romaine. On passe ensuite à la Byzantine, puis nous avons l'islam qui arrive, etc., etc. Et tout va très bien. Ça ne va pas très bien. Parce que les Juifs ne sont pas heureux. Mais il y a quand même des instants, des moments de bonheur. Mais ils percent. Ils percent parce qu'ils se tiennent à l'essentiel qui est l'étude. Et ils étudient, et ils écrivent, et ils formulent, et ils sont là, et ils forment des tribunaux. Et il y a des gaonim. Il y a des gaonim à Jérusalem. Et puis arrivent les croisades. C'est le seul moment où les Juifs risquent de disparaître. Parce que les croisés ont
se sont pas attaqués d'abord aux Juifs, se sont attaqués aux musulmans, se sont attaqués aux Arabes. Mais les croisés ont également presque totalement détruit ce qui restait comme Juifs en Eretz Israël. Et puis ensuite, ça a repris. Et ça a repris pourquoi? Parce qu'en Galoute, on s'est dit, mais finalement, si les croisés arrivent en Eretz Israël, nous aussi, nous pouvons y arriver. Alors, bien sûr, c'était extrêmement plus difficile, c'était extrêmement plus compliqué. Mais nous avons eu les aliotes qui se sont faites à partir de la deuxième croisade. Et les Juifs, à ce moment-là, ont repeuplé Eretz Israël. Et nous avons toute une suite d'aliotes. Alors, il y a deux sortes d'aliotes. Il y a une première alia qui dit, nous retournons parce que nous voulons observer les mitzvot en Eretz Israël. Nous avons une deuxième formule d'alia, c'est finalement, si nous faisons le premier pas, peut-être le Messie fera le second pas. Et il y a eu un emballement messianique extraordinaire qui n'a jamais cessé. Mais cet emballement messianique nous a énormément coûté. Il ne faut pas se laisser emballer par l'idée messianique. Le Messie viendra peut-être lorsque vraiment nous nous conduirons comme il faut. Il viendra peut-être pour d'autres raisons, ce n'est pas mon problème. Oui, c'est pas que je voudrais vous couper parce que le temps nous est compté, mais certains rabbins et certains théoriciens expliquent à leur manière, et même le Rambam, si on lit entre les lignes dans les Ilchot Melachim, que l'époque messianique, c'est pas forcément un personnage, c'est aussi une troufa, c'est un processus, et d'aucuns disent que le retour, aussi bien laïque que religieux ou que les deux à la fois, qui a pris tellement de temps du peuple juif sur sa terre, c'est ça aussi l'époque messianique. L'époque messianique, d'après la Mishnah, elle a commencé le jour de la destruction du second temple. Donc il y a beaucoup d'options, je dirais, pour définir ce qu'est le Messie. Mais ce que je voudrais peut-être, comme il nous reste peu de temps, c'est de vous ramener à ce que vous disiez tout à l'heure et ce qui explique d'ailleurs votre sous-titre du livre. Ça s'appelle « Ce qu'en pensent les Palestiniens ». Non pas que vous donniez la parole aux Palestiniens, mais vous réfutez finalement, au travers de tout ce que vous amenez comme fait historique, de ces liens incroyables du peuple juif avec Israël, vous réfutez la négation, et ce que vous appelez d'ailleurs le cadre mental des musulmans qui nient, qui dénaturent et gomment toute cette histoire qui part des temps bibliques jusqu'à maintenant, et donc cette histoire d'amour entre le peuple d'Israël et sa terre. Et finalement, ça explique je dirais, le sous-titre, parce que quand on lit le sous-titre, a priori, on croit que peut-être vous allez faire une espèce de polémique entre les Juifs et la thèse palestinienne, sans savoir où vous vous situez, mais au contraire, vous tirez à boulet rouge sur ce déni, sur ce que vous avez appelé tout à l'heure le narratif. Et justement, le narratif, vous avez bien expliqué, mais je voudrais que vous reveniez là-dessus, qu'un narratif, c'est subjectif, c'est une histoire qui ne tient pas compte des faits, ou qui enrobe et qui détourne les faits. Alors, ce qui est extraordinaire, et c'est pourquoi je recommande aux lecteurs de vous procurer votre livre sur Amazon. Il est en vente sur Amazon à un prix très abordable, une dizaine d'euros, un peu moins d'ailleurs. C'est que dans ce livre, vous démantelez de manière, je dirais, basique et fondamentale le narratif palestinien. Bon, le narratif palestinien, on va dire ce que c'était. C'est une suite d'inventions, mais c'est des inventions également. Ce sont des inventions qui ont pour but de nier, je dirais d'ailleurs, l'existence du peuple juif, puisque nous ne sommes pas un peuple pour les Palestiniens, nous sommes une religion, mais de nier l'appartenance d'Eretz Israël à notre terre. Sur quoi ils vont dire, nous sommes les descendants des Cananéens, nous sommes les descendants des Philistins, et c'est pour ça que nous nous appelons Cananéens. Or, tout cela, c'est une invention. Vous avez ensuite toute une suite de trouvailles dans le narratif palestinien, etc. Mais ce qui est important de ce point de vue-là, c'est qu'ils sont tellement attachés au narratif palestinien, qu'ils refusent toute possibilité d'arriver à une solution. Tous les plans, toutes les propositions pour des plans de paix, on va passer l'époque de Weizmann, mais on commence tout simplement en 1948, lorsque l'ONU présente un plan, qui est le plan du partage. Mais nous avons ensuite toute une suite de refus. En 1976, après la guerre des 6 jours,
Israël a dit, écoutez, nous sommes prêts à tout rendre ces territoires que nous venons de conquérir, mais faisons la paix. Ça a été suivi par quoi? Par les 3 non de Khartoum. Pas de négociations, pas de reconnaissance. Vous avez ensuite les autres plans qui sont les plans de Clinton, qui étaient les plans d'Obama, tout a été repoussé. Trump est repoussé. Alors je ne dis pas qu'il faut accepter le plan de Trump tel qu'il est, mais commençons les négociations. Mais commencer les négociations, ça veut dire renoncer au narratif. Et c'est ça qui ne colle pas chez les Palestiniens. Oui, absolument. D'autant que moi j'ai compté, puisque je m'occupe aussi de ces questions au plan journalistique, j'ai compté depuis depuis la conférence de San Remo, donc avant le plan de partage de 47, puisque c'était en 1920. Depuis la conférence de San Remo jusqu'à aujourd'hui, il y a entre 19 ou 20 plans différents proposés par les puissances ou par la communauté internationale pour résoudre ce conflit. Et comme vous le dites, les Palestiniens ont refusé l'un après l'autre. Et alors pourtant, ça sera ma dernière question, à la fin de votre ouvrage, peut-être grâce à votre humour et puis surtout à votre optimisme, vous laissez libre cours à cet optimisme dans le dernier chapitre qui s'intitule « Penser l'impensable », où malgré tout ce que vous venez de nous dire et tout ce que vous avez écrit, vous pensez qu'une ouverture dans l'avenir pour un véritable dialogue de paix entre Israéliens et Palestiniens reste possible. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'à l'avenir, peut-être avec un autre leadership qu'on attend impatiemment en Israël, enfin les Palestiniens pourraient abandonner leur narratif qui dénie tout droit à Israël d'être sur cette terre, dans cette partie du monde. Comment vous voyez un retournement de situation? On va laisser le narratif de côté. Il y a un phénomène qui était vraiment impensable il y a déjà quelques années. C'est que parmi les Arabes israéliens, les Arabes qui ont la citoyenneté israélienne, la moitié d'entre eux, d'après tous les sondages qui ont été faits, la moitié de ces Arabes disent « nous voulons nous intégrer à la société israélienne ». Et nous voyons tout autour de nous ce qui se passe sur le terrain. Nous avons l'image classique, c'est celle des hôpitaux. Dans les hôpitaux sont soignés côte à côte juifs par des arabes, arabes par des juifs, arabes par des arabes. Vous avez 27% des infirmières qui sont, si mes souvenirs sont exacts, et 27% des infirmières dans les hôpitaux qui sont arabes. Vous avez 17% qui sont juifs. Alors je dis la chose suivante. Nous avons des Arabes, donc la moitié de ces Arabes, mais même bien plus, si je me souviens bien, vous avez 75% des Arabes qui, lors de la première liste unifiée arabe, il y a de cela 2 ans, 3 jours, je ne me rappelle pas, ont déclaré qu'ils étaient fiers d'être israéliens. Et je me dis que ces Arabes israéliens vont un jour, malgré tout, parler aux Palestiniens. Il y aura un autre leadership arabe. Il y aura, malgré tout, mais même chez les députés arabes aujourd'hui, vous avez une tendance qui évolue. Vous avez M. Tibi qui reconnaît que la moitié des Arabes israéliens veulent s'intégrer et qui dit « oui, mais moi, je représente aussi bien cela que je représente les autres. » Et c'est à partir de là, à mon avis, que l'espoir lève. Parce que ces Arabes israéliens peuvent dire non. Les Israéliens ne sont pas comme ceux que le narratif présente. Nous ne sommes pas comme ceux que la propagande palestinienne présente. Écoutez, je pense que, parce que là, franchement, on arrive au terme du temps qui nous est imparti, mais c'est très intéressant ce que vous dites, entre autres quand vous dites que pour arriver à cela, il faut que le peuple arabe israélien se donne d'autres représentants et pas des députés souvent extrémistes, bien que comme vous le signaliez, il y a parmi certains députés de la liste arabe unie qui sont la plupart assez extrémistes, il y a 2-3 figures qui font entendre un autre son de cloche, en espérant que ce soit effectivement une passerelle vers d'autres horizons, encore que
enlever de la bouche et du cerveau des Palestiniens leur narratif, ça va représenter une épreuve de force qui n'est pas encore très claire dans son déroulement. Je dois vous dire, Jaco, et je vais rappeler aux auditeurs que votre livre qui s'intitule donc Israël sur sa terre, le regard des Palestiniens, ou comment le voient les Palestiniens, ce livre. Ce qu'en disent les Palestiniens. Ce qu'en disent les Palestiniens, pardon. Ce livre se trouve sur Amazon et on peut se le procurer donc par Internet. Je vous propose au lecteur. Permettez-moi de dire que je l'ai publié sur Amazon parce que nous sommes en période de Corona. Et j'avais la possibilité ici d'une lecture immédiate, si voilà. elles veulent bien. Oui, évidemment, c'est le moyen de se procurer dans la situation présente. En tout cas, je vous remercie, Jaco, d'avoir bien voulu discuter avec nous sur Studio Kalita. Et puis, je vous souhaite bon succès pour le livre et bonne santé, en vous remerciant pour votre temps. À bientôt et au revoir aux auditeurs.